Donc, désolé du retard, mais en fait, il y a eu un décalage dans les sessions. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on commence à l'heure, mais à l'heure, à la nouvelle heure. À l'heure plus 30 minutes, voilà. Donc, on va passer une petite 50 minutes ensemble pour parler de Outlook et Teams. Comme ça, ah, c'est pas mal. Là, on me voit. Donc, bienvenue au Power 365, pardon, à Lille. Pas Saturday, mais Ça passe. ça passe. C'est l'habitude. Nos sponsors, n'hésitez pas à les contacter, à acheter en masse leurs produits. Ils sont dans la salle, ils sont partout, donc allez-y, allez-y. Non, ils n'écoutent pas, peut-être qu'ils doivent gérer des commandes urgentes. Je pense. Quelques mots rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis basé plutôt à Paris ou dans la banlieue de la banlieue, donc dans la banlieue de Versailles. Je suis architecte de solutions, donc mon rôle au quotidien, c'est d'aider mes clients à réaliser des solutions pour leurs problèmes business à l'aide des outils Office 365 et Microsoft 365. Je suis conférencier, en l'occurrence aujourd'hui, et organisateur de conférences en France et à l'international. Et on est content aujourd'hui particulièrement de reprendre les événements en physique. Bienvenue au présent, qui ont bravé tous les risques. On organise beaucoup de nos événements sous le branding de la communauté AMS pour Azure, Microsoft 365, SharePoint. Oui. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn et tout autre réseau social qui vous plaira. Si j'y suis, ce sera avec plaisir. Je suis MVP Microsoft depuis quelques années maintenant sur les produits Office Server and Services. Ça s'appelle toujours comme ça, mais je m'attends à ce que Microsoft renomme ça tôt ou tard sous le nom de Microsoft 365 ou Microsoft 365 quelque chose. Ça viendra sûrement. Et quand je suis en événement, surtout à l'international, j'aime bien dire que je suis fan de baguettes. En France, bon, ça fait un beat en général quand je dis ça. Ça ne surprend pas. Petite question que j'aime bien poser aux participants. Alors, ceux qui sont dans la salle, ceux qui sont en ligne, ils peuvent le mettre dans le chat. Je n'ai pas accès au chat, mais il y a quelqu'un qui me le dira. Est-ce que vous êtes plutôt DSI, IT, côté IT, ou plutôt côté métier? Alors, je lève la main. Ceux qui travaillent avec les métiers. Voilà, bon, on n'est pas beaucoup. Vous êtes, c'est quoi votre rôle, votre position? En fait, j'étais DAF. D'accord. Bah, il en faut. C'est un beau métier. Et vous, monsieur? Moi, j'installe les deux RP, Business Central de Dynamics. Ok. De la gamme Microsoft. Ok. Donc plutôt métier, du coup. Ouais. Enfin, non, DSI, ouais. Vous mettez plutôt côté ouais. Bon. Pourquoi je pose cette question? Parce que en fait, mon expérience de tous ces projets Office 365, Microsoft 365, c'est que pour réussir, il faut vraiment qu'il y ait une bonne connexion, une bonne discussion, un bon échange entre la DSI et les métiers. S'il n'y a que la DSI qui est impliquée, on va rater le but essentiel, c'est de déployer des outils qui doivent servir au métier. Et s'il n'y a que les métiers qui sont impliqués, on va buter sur des problèmes techniques ou d'organisation, de gouvernance, forcément. Donc les deux doivent se parler, c'est ça le plus compliqué des fois, c'est pas toujours simple. Se comprendre qu'ils ont des objectifs, l'objectif global peut être le même, mais ils ont des objectifs parfois distincts ou pas identiques à un moment donné, donc il faut arriver à mettre tout ça en phase. C'est hyper important pour le succès des projets de déploiement, d'accompagnement au changement, etc. Alors, le sujet principal de cette présentation, c'est passage de Outlook vers Teams. Déjà, l'idée que je veux transmettre, c'est pas que Teams va tout remplacer, va remplacer la messagerie ou va remplacer Outlook. Ça me semble ni souhaitable ni réaliste en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, la messagerie, et je vais le développer après, a son champ d'utilisation qui, même quand on utilise Teams, peut rester important. Ça va être d'envoyer des messages, en particulier, du coup, si on utilise Teams plutôt avec l'extérieur.
Ça reste un champ qui restera un peu en dehors de Teams, en tout cas dans un futur prévisible. Donc, première idée que je défends et que je vais détailler dans la suite, c'est que Teams ne va pas remplacer totalement la messagerie. Et la deuxième idée que je défends sur ce slide, c'est que c'est pas, comme c'est montré sur ce slide, un chemin très simple de A vers B. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus compliqué dans la tête des utilisateurs au niveau de l'organisation, etc. Ça va plutôt être quelque chose comme ça, avec éventuellement des retours en arrière, des moments un peu on va se dire, ouais, tout ce qu'on a fait, ça sert à rien, éventuellement, etc. De désespoir, entre guillemets. On perd espoir, en tout cas. Donc c'est normal, c'est juste normal. C'est pas que vous êtes plus mauvais que d'autres ou etc. C'est juste que c'est pas un chemin très simple et très. Pourquoi c'est pas si simple que ça qu'une ligne droite pour passer d'un outil à un autre? C'est qu'en fait ça implique beaucoup de transformation des habitudes, transformation de la façon de travailler et des façons de travailler qui sont ancrées depuis des années dans les entreprises, dans les organisations et dans les pratiques des gens. Et du coup, ça se fait pas en cliquant des doigts, ça se fait pas en 3 jours. En claquant des doigts ou en cliquant des doigts, c'est pas mal comme expression. Donc voilà les principales idées qu'on va développer. Alors, j'aime bien dézoomer en fait quand on parle de la messagerie de Teams. Il faut se remettre dans le contexte de tout l'écosystème Microsoft 365 pour comprendre. Donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui Microsoft 365? C'est un certain nombre de services qu'on appelle un petit peu encore Office 365. Le mot Office 365, il a tendance à disparaître dans le jargon de Microsoft et dans les publications de Microsoft pour dire en fait que Microsoft, à un moment, ils ont introduit Office 365 comme une évolution d'Office. Aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin que ça. On a plein d'outils qui vont largement au-delà de Word, Excel et PowerPoint, évidemment. Donc le mot Office 365, on le réserve, on va dire, pour la partie service dans le cloud, mais c'est en train de disparaître. Ça vise à déployer évidemment des logiciels sur un PC ou sur un téléphone qui va arriver, voilà. C'est ça l'écosystème. L'écosystème, donc c'est des programmes qu'on peut installer sur un téléphone ou un PC, des services dans le cloud qui vont fournir un certain nombre de palettes d'usages. Alors pourquoi faire? La question suivante, c'est pourquoi faire? Il y a 5 grandes catégories d'usages. La productivité personnelle, vous avez des outils là-dedans qui vont vous permettre de vous organiser, gérer votre calendrier, gérer votre liste de tâches. Voilà. Vous, en tant que travailleur, entre guillemets, vous avez un certain nombre de choses qui vont vous permettre de vous organiser. Ensuite, on va avoir tout un pan de fonctionnalités qui vont tourner autour de la gestion des documents, des fichiers. Plus globalement, on peut parler de la connaissance. Mais en gros, c'est pour stocker de l'information sous forme de fichiers dans le système de Microsoft 365. Ensuite, il y a 2 usages sur lesquels j'aime bien insister. Alors, en français et en anglais, ces 2 mots, c'est des mots identiques, mais c'est des mots qui sont très proches. Communication, collaboration. En anglais, communication, collaboration. Si on ne prête pas attention, ils ont un peu la même sonorité. On a tendance à utiliser un peu l'un pour l'autre. En fait, c'est très différent et ça n'a rien à voir. La communication et le meilleur, l'icône représente bien, c'est j'envoie en fait un message avec un haut-parleur ou ça peut être en chuchotant. Mais l'idée de la communication, c'est j'ai besoin d'envoyer un message à un collègue, à un groupe de collègues, à toute la société éventuellement, en dehors de l'organisation aussi. Mais en tout cas, j'ai cette notion d'envoi. Et ce qui est important, c'est que quand je communique, je n'ai pas forcément une interaction ou un retour tout de suite ou immédiat. C'est vraiment plus, j'envoie quelque chose. La collaboration, c'est assez différent dans le sens où j'ai besoin d'une interaction tout de suite forte entre un groupe de personnes qui vont être mes collègues, peut-être aussi quelques personnes de l'extérieur, typiquement des consultants extérieurs, des partenaires, fournisseurs, clients. Si j'imagine un groupe de travail avec l'extérieur. Mais ce qui est important, c'est que cette notion de collaboration, elle ne peut se vivre que si j'ai un échange très fréquent, voire presque en direct, en permanence, un lien permanent qui est bien représenté aussi sur l'icône entre ces différentes personnes. Et du coup, ce qui est hyper important, et c'est le cœur du message de cette présentation, il faut avoir des outils adaptés. Enfin, il y a des outils qui sont adaptés à la communication et d'autres qui sont adaptés à la collaboration.
Et si on n'utilise pas les bons outils pour faire les bonnes choses, bah, c'est là où on commence à avoir des problèmes. Et un des cas les plus fréquents que je rencontre partout, mais qui rappellera des choses à beaucoup de gens, c'est quand on commence à utiliser l'email pour faire de la collaboration. L'email n'est pas un outil de collaboration, si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Quand on commence à envoyer des fichiers Excel à un groupe de 10 personnes en demandant des commentaires, etc., s'ils se mettent tous à répondre, on va se retrouver avec une multiplication des fichiers Excel, etc. Ces exemples-là, c'est typique d'un mauvais usage des outils, enfin des outils qui ne sont pas utilisés pour le bon usage. Donc, soyez attentifs à bien utiliser les bons outils pour les bons usages et vous aurez moins de problèmes ou pas de problèmes, en particulier sur les emails, vous en recevrez moins. Parce que si vous avez besoin, en fait, le message, c'est que si vous avez besoin d'une collaboration régulière, intense sur un sujet, il faut pas le faire par email, il faut le faire dans un Teams. Il y a d'autres outils éventuellement, mais on va dire dans la suite Microsoft, il faut le faire dans une équipe Teams. C'est beaucoup plus adapté à ça. Et, dernier cas d'usage qui sort de cette présentation d'aujourd'hui, mais qui est très important dans l'environnement Microsoft 365, c'est tout ce qui est process métier, process digitaux, évidemment, qui nous ramène au monde de la Power Platform, mais là, on n'aborde pas trop ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se focaliser. Alors, les outils, si je les reprends très vite, parce que je ne peux pas tout vous détailler dans le temps imparti, c'est... voilà, on va afficher tout le slide, ce sera plus simple. On va se focaliser dans cette présentation sur le cœur, en fait, de Office 365, qui vont être Outlook et Teams. Pourquoi c'est le cœur? C'est en fait les outils principaux qui vont... Pour Outlook, ça va être l'outil de communication du travailleur individuel. Alors, c'est fondamental aussi de distinguer des outils qui sont plus orientés vers le travail de groupe et d'autres plus vers le travail individuel. Donc ça, c'est les lignes horizontales sur ce schéma-là. Outlook, c'est vraiment un outil individuel. Pourquoi? Parce que chaque personne organise sa messagerie comme il veut. Il n'y a pas de règles dans les entreprises possibles. Aucune entreprise pas, chacun gère ça à sa façon. C'est un état de fait. C'est peut-être pas très bien, mais c'est un état de fait. Là où Teams va nous permettre justement de passer à une organisation beaucoup plus en équipe. Et par exemple, quand vous créez un espace Teams pour travailler sur un projet, tout le monde voit la même chose. C'est pas chacun qui peut organiser les canaux comme il veut. C'est-à-dire que tout le monde voit la même organisation de canaux. Et ça, c'est hyper important dans Teams. C'est-à-dire que ça va créer une vision commune en fait sur un projet typiquement. Quels sont les principaux canaux, donc les principaux sujets de discussion. Et ça donne de la structure et ça va donner de la structure justement dans cette phase de collaboration. Ce qu'on note aussi de manière intéressante sur ce schéma, c'est qu'il y a d'autres outils de communication que le mail. Donc, encore une fois, le mail, c'est bien, mais le mail ne fait pas tout. Donc, si vous voulez typiquement communiquer une information à toute la société, on va plutôt se situer dans cette case en bas de la colonne communication. Et vous voyez, il n'y a pas de mail ici. Vous pouvez créer un intranet, publier un message dans Yammer, faire une vidéo. On va dire qu'aujourd'hui, vous allez faire un souhait. Vous avez plein de solutions qui vont vous permettre de vous passer du mail, qui sont même bien meilleures que d'envoyer un mail à toute la société. Donc, encore une fois, attention avec le mail, à ne pas l'utiliser à tort et à travers. Autre aspect intéressant, c'est qu'on va retrouver Teams, évidemment, dans la case collaboration, travail en équipe. Donc ça, c'est la partie équipe de Teams. Mais on va aussi trouver Teams dans une deuxième case, qui est la partie communication en équipe. Là, je pense plus à des fonctionnalités comme la réunion dans Teams. On a tous fait beaucoup de réunions dans Teams ces derniers temps. Le chat, la conversation, le call aussi dans Teams. Donc, il y a différentes fonctionnalités de Teams qui servent à de la communication. Donc, on va revenir sur cet aspect, mais Teams, c'est à la fois un outil de communication et de collaboration. Il faut bien voir où dans Teams, en fait, on fait appel à des aspects de communication et dans d'autres cas, à des aspects de collaboration. Alors, petit focus. Donc ça, c'était l'introduction de manière un peu détaillée. Petit focus sur la messagerie. Une question que j'aime bien poser, c'est depuis quand, essayez de vous rappeler depuis quand vous utilisez une messagerie. Ça fait forcément très longtemps, mais
il faut remonter. Depuis qu'au travail, voilà, par exemple. Est-ce que vous avez des dates en tête où vous avez moyen de vous retrouver à peu près? 90, 95. 90, ouais, 95. En fait, c'est un peu avant les années 2000 pour les plus anciens. Ou les jeunes, c'est quand ils ont commencé. S'ils ont commencé après 2000, c'est après 2000. En fait, petit rappel, le mail électronique a été inventé en 1971, donc ça peut remonter même jusque-là, mais bon, c'était assez anecdotique, je pense, dans les premières années. Et en fait, Lotus 9, c'est les premiers qui. Les Lotus, donc on avait les premiers gros messages. Ouais, Lotus était effectivement un des des premiers fournisseurs. Et Outlook, en fait, apparaît en 1997. Donc, c'est pour dire que ça remonte à quelques années maintenant, plus de 20 ans, évidemment, voire 30 ans. On en est aujourd'hui au point que j'aime bien cette copie d'écran du journal télé de LCI. On envisage des cures, enfin c'est pas on envisage, hein, c'était une vraie news, hein, c'est pas un fake ou quoi que ce soit. Il y a des sociétés qui proposent des cures de désintoxication pour les drogués des mails. Donc voilà, ça peut aller jusque là. Quand on voit par exemple, regardez juste sans y réfléchir, combien vous avez d'éléments dans votre boîte mail, vous pouvez vous faire assez peur assez vite en fait. On reçoit énormément de mails dans tous les sens. Donc mon premier message, c'est il faut maîtriser en fait son mail parce que sinon on est sous l'eau, on a vraiment l'impression de plus rien faire en fait de sa journée que de lire des mails en permanence. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est mon propre exemple, c'est comme ça que j'organise ma boîte mail. Donc je vous l'ai dit, la messagerie, c'est un outil personnel. Donc, chacun doit trouver sa propre méthode. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a aucune entreprise qui est capable de dire on va organiser toutes les boîtes mail de tout le monde de la même façon. Donc, chacun doit se prendre en main, entre guillemets. Un exemple qui est super, c'est comme ça que j'organise ma propre boîte mail, mais en fait, c'est inspiré d'un gourou Microsoft qui s'appelle Scott Hanselman, qui est plutôt un gourou dev d'ailleurs. Il avait fait un article un blog post dont le lien va apparaître à la fin du slide, qui décrit un peu cette méthode de rangement, de triage de mails. Et en fait, c'est assez simple, c'est de faire des sous-catégories dans votre inbox. La première sous-catégorie qu'il propose, c'est déjà tout ce qui est réunion. Si vous regardez bien, en fait, dans les mails que vous recevez, si vous envoyez une réunion à 10 personnes, vous recevez au minimum 11 réponses. Et souvent, c'est beaucoup plus parce qu'il y a une personne qui va dire « Ah mais non, moi finalement à cette heure-là, je ne suis pas dispo, donc vous devez renvoyer éventuellement une nouvelle date, etc. » Donc, une réunion, déjà, ça génère énormément de mails. Souvent, ce n'est pas des mails urgents, importants, sauf si la réunion elle-même, vous devez la faire pour demain, auquel cas, OK. Mais la plupart du temps, c'est des mails qui viennent perturber votre flux. Donc, si vous faites une règle très simple, vous mettez tout ça dans un folder, déjà, ça va vous sortir un bon paquet de mails qui ne sont pas hyper importants, on va dire. Une autre catégorie très évidente, c'est tous les mails dont vous êtes en copie. C'est quelque chose de bête à dire, mais normalement, quand vous êtes en copie d'un mail, c'est que vous n'avez ni une action urgente à faire, ni d'action du tout. Souvent, c'est juste pour vous tenir informé. Alors, il peut arriver que ça ne soit pas le cas, mais à ce moment-là, c'est la faute de la personne qui rédige le mail, qui ne vous a pas mis… s'il attend de vous que vous fassiez une action et qu'il vous met en CC, c'est qu'il y a un problème. Donc, là, il ne peut pas vous reprocher ensuite de ne pas avoir agi rapidement, etc. En tout cas, si vous mettez de côté tous les mails où vous êtes en copie, vous allez voir, votre inbox, elle va vraiment diminuer très vite. En général, c'est plus de la moitié peut-être des mails, enfin autour de la moitié dont vous allez être en copie, suivant les usages des organisations, ça dépend. Un autre tri aussi qui est assez efficace, c'est vous supprimez votre boîte principale, tous les mails de l'intérieur de votre société, qui sont envoyés par des gens de votre société. Parce que les mails internes, c'est des mails internes. Donc, il y a un certain nombre de règles. On va dire que si notre objectif, c'est de passer à Teams, normalement, cette catégorie-là, elle va diminuer aussi assez rapidement et de manière assez drastique. Nous, dans notre propre société, on ne s'envoie pratiquement plus jamais de mails en interne, en fait. Tous les messages vont passer dans Teams pour l'organisation interne de la société. Il y a aussi un avantage très fort, c'est que dans Teams, vous êtes beaucoup plus sécurisé que s'envoyer un mail. Un mail, il faut imaginer aujourd'hui que c'est un niveau de sécurité à peu près équivalent à celui d'une carte postale. Est-ce que vous mettriez sur une carte postale que tel salarié doit avoir une augmentation ou que
Voilà, ce genre d'informations. Est-ce qu'on a envie que ça soit à l'extérieur de la société, communiqué au grand air? Je ne suis pas sûr. Donc, ça, c'est aussi un objectif intéressant de basculer une grosse partie des mails internes vers un canal qui sera plus sécurisé, qui sera Teams. Et du coup, il vous reste dans votre inbox beaucoup moins de choses déjà. Si on fait, en fait, c'est 3 règles. Hein, c'est très simple à mettre en place. C'est 3 règles dans Outlook ou dans n'importe quelle messagerie qui vont vous permettre d'arriver à cette simplification. Et du coup, ce qui reste dans votre inbox, c'est des messages dont vous êtes le destinataire et qui viennent de l'extérieur de la société. Donc, ça va être typiquement un client qui vous passe une commande. Donc là, on peut se dire que ça va être urgent. Ou un client qui a un problème, c'est moins drôle, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut traiter assez rapidement. Donc, c'est une méthode efficace, tout simplement. Il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas, ça permet de dégrossir vraiment le flux de mails en amont. Donc, après, créer une règle, je vous passe les détails, hein, créer une règle dans Outlook, tout le monde peut ou va savoir le faire assez vite. Un autre outil que je recommande, c'est tout ce qui est classement par des couleurs, des filtres de catégories, qui permettent très rapidement de savoir si c'est un mail qui va nécessiter une action, par exemple, ou si c'est plutôt interne, etc. On peut faire les deux en même temps. La dernière règle qui est recommandée, que j'ai du mal moi-même à pratiquer, donc après chacun se débrouille, c'est de ne pas rester connecté en permanence. Ça, c'est un peu théorique, je trouve, mais on va dire que l'idée, c'est de ne pas être en permanence à attendre ces mails, parce que sinon, on ne fait plus rien. Donc au moins, peut-être enlever les notifs, que vous n'ayez pas un bip chaque fois qu'il y a un mail qui arrive. Un des gros problèmes du mail, mais c'est structurel, c'est que c'est une communication qu'on pourrait appeler monocanal, dans le sens où vous vous retrouvez dans l'inbox par défaut. Alors, à part si vous mettez en place ce que je viens de décrire, c'est-à-dire des cases prédéfinies avec des règles, on va dire par défaut, vous retrouvez ensemble tous vos messages de toutes sortes, des messages importants, des messages internes, externes, de réunions, des messages de clients, etc., mélangés avec des attachements, donc avec des documents qui sont intégrés dans les messages. Et chacun a une vision différente. Donc, si vous travaillez avec votre collègue sur un projet, il ne voit évidemment pas la même chose, puisque lui, il travaille déjà pas de la même façon, pas forcément sur le même projet, etc. Dans Teams, c'est complètement distinct, et en particulier, on va faire un gros focus sur la partie équipe, puisque les équipes vont me permettre d'organiser, comme je l'ai dit, une vue globale qui va être la même pour tout le monde. Et les notifications, elles ne vont concerner que les personnes qui sont dans les bons canaux et qui sont éventuellement taguées dans les messages en plus. Tout ce qui est mail en fait en copie, ce qui correspond à des mails, des informations dans lesquelles je suis en copie, dans Teams, à la limite, elles vont venir dans le flux, mais je ne vais pas recevoir de notification par défaut. Ce qui est très bien, ça va juste être un peu en gras s'il y a des nouveaux messages. Donc, si j'ai le temps, en gros, je peux aller voir. Mais si je ne suis pas notifié, si je n'ai pas le temps, ce flux-là, il ne vient pas perturber ma inbox, alors qu'un mail que vous recevez en copie, il vous dérange, entre guillemets, autant qu'un mail important où vous êtes en destinataire. Donc, en fait, on passe plutôt à une situation comme ça, par la construction, en fait, même de Teams, où chaque projet va être dans une équipe, grosso modo. Et les messages aussi, ce qui est très important aussi dans Teams, c'est que les messages sont triés des documents, puisqu'on a un canal message et un canal document qui viennent s'alimenter automatiquement dans Teams. Et tout le monde a la même vue. Si vous travaillez sur le même projet que votre collègue sur le projet Mercure, vous avez exactement la même vue. Tout le monde a la même vue, et ça, c'est hyper important. Autre caractéristique forte de Teams versus l'email, on essaye de le schématiser de manière un peu caricaturale, je vous l'accorde sur ce slide, mais quand même, c'est que la communication va être beaucoup moins verbeuse en fait dans Teams que sur l'email. L'email, on va avoir toute la liste des destinataires. Là, dans Teams, on n'a plus besoin de liste destinataire, puisque par défaut, c'est tous les gens qui sont dans l'équipe en question. Ça, c'est aussi un point important. Dans Teams, je ne me pose pas la question de savoir qui va recevoir mon email, etc. Si je le mets dans une équipe, c'est tous les gens qui sont dans l'équipe par défaut. Donc ça simplifie les choses. Tout ce qui est message, remerciement, bien cordialement, tout ça, on peut l'enlever dans Teams, puisque en fait, il suffit de cliquer sur Christophe Coupé pour avoir ses coordonnées, par exemple. Donc ça va venir simplifier fortement le message. Et du coup, comme on est quand même dans une course, je dirais, au nombre de mails qu'on va pouvoir lire par jour, quelque part, de messages qu'on va pouvoir lire par jour, ça nous prendra moins de temps de lire 50 messages comme ça que 50 messages comme ça, par exemple. Donc,
c'est un autre moyen en fait par lequel on gagne du temps. Les attachements, on a un tout petit peu parlé, j'y reviendrai. Évitez absolument, évidemment, d'envoyer un document en attachement, surtout si vous attendez de la collaboration dessus, c'est-à-dire que les gens doivent modifier chacun une version du Excel. Teams nous propose une superbe interface où on a ici, par exemple, un document PowerPoint. Et sur le côté, on a tout un volet de commentaires qui reste ouvert en même temps que le document pour travailler en parallèle sur les commentaires et sur le document lui-même. C'est un gros apport de Teams. Si on résume un petit peu Outlook, tout arrive dans la boîte de réception. Vous allez définir des règles de tri. Il n'y a pas de vision partagée. Difficile d'intégrer. Alors oui, ça c'est aussi un point essentiel. Quand il y a un nouvel arrivant qui arrive sur un projet, comment on lui transmet l'historique? S'il y a 6 mois de mails à lui envoyer, ça va être très compliqué. Ou alors, il va prendre 15 jours à lire les 6 mois de mails qu'il a en retard. Dans Teams, évidemment, on a juste à le rentrer dans l'équipe. C'est pas pour ça qu'il va lire forcément tout l'historique des messages pendant 6 mois, de 6 mois, mais au moins il a un accès naturel, évident à tout l'historique. S'il a besoin de remonter sur un sujet particulier, dans un canal particulier, sur un topic particulier, il aura l'info dans l'équipe Teams. Dans Outlook, j'ai une notification sur tous les messages, même comme je disais, ceux dont je suis en copie, etc. Et un point important, c'est aussi que le travail synchrone est impossible. Par définition, le messagerie, c'est un outil asynchrone. Quand je dois boucler rapidement un dossier, une présentation, envoyer à un client, c'est compliqué de travailler en synchrone. Dans Teams, je peux basculer du synchrone vers l'asynchrone, c'est-à-dire que je peux envoyer des messages si je suis dans un mode de travail régulier et j'attends que mon collègue répond. Il peut répondre peut-être dans une semaine parce qu'il est parti en vacances. Si le projet rentre pour dans 3 mois, c'est pas gênant. Par contre, si le projet rentre pour dans 2 heures, je peux le pinguer sur la messagerie Teams, la messagerie instantanée, et là on peut travailler en direct sur le même document, etc. Donc on peut basculer d'un mode asynchrone qui serait un mode de travail régulier à un mode synchrone pour finaliser un document au dernier moment, etc. Ce qui est impossible à faire avec le mail directement. Les attachements dupliquent les fichiers, ça c'est un point important. Donc voilà, en face on a les améliorations qu'apporte Teams dans ces différents domaines. Alors, est-ce que pour autant, Teams va tout régler? Mon propos, c'est justement de dire non. Parce que Teams, en fait, vous pouvez refaire un peu les mêmes erreurs d'usage, je dirais, à l'aide de Teams que ce qu'on fait avec le mail. Si vous utilisez trop le mail, vous pouvez faire la même chose dans Teams en utilisant trop les fonctionnalités de communication. C'est-à-dire, vous envoyez des messages dans le chat. Vous pouvez utiliser Teams comme un espèce de WhatsApp ou comme comme une messagerie où on s'envoie juste des messages, on échange, on répond. C'est pas ça qui va vous aider à capitaliser, où ça va être très difficile. Vous pouvez faire aussi que des réunions dans Teams où vous n'avez pas de suivi. Les réunions s'enchaînent les unes aux autres, mais elles ne sont pas connectées entre elles. Il n'y a pas de suivi sur le projet, etc. Ça ne va pas vous aider beaucoup. Donc, en fait, mon propos, c'est de dire que Teams, c'est OK. C'est très intéressant et je suis l'un des premiers à dire qu'il faut utiliser Teams. Mais Teams, dans un sens, c'est dans le bon sens des usages. Et en particulier, sur ce slide, on voit à gauche donc, tout ce qui est chat, appel, calendrier. C'est la partie communication. Donc, c'est utile pour, évidemment, communiquer avec mes collègues. Mais ce n'est pas là-dedans que je dois faire de la collaboration. Donc, évitez au maximum, par exemple, de partager des fichiers avec votre collègue dans un chat, sauf de manière exceptionnelle. Si vous voulez travailler sur un projet et vous devez construire une offre, vous créez une équipe Teams. Et là, vous partagez votre dossier dans un espace qui va être pérenne le temps du projet, etc. Donc, c'est bien ces deux aspects qu'on retrouve dans Teams, c'est qu'il faut bien intégrer et comprendre. La communication, OK, mais si je veux capitaliser, si je veux m'organiser, ça va être dans la partie collaboration qu'il faut absolument la faire. Alors, là, j'ai un slide de synthèse sur la communication dans Teams. Avant le printemps 2021, il y avait 3 options. Concrètement, il y a la conversation. Donc, je peux avoir des conversations dans Teams qui sont en mode texte, en mode audio, en mode vidéo. Je peux avoir des réunions. Une réunion, il y a un flux de conversation, il y a éventuellement que de l'audio ou de l'audio et de la vidéo.
avec à chaque fois des limites en nombre de personnes. Un chat Teams, par exemple, texte, ça va être limité à 250 personnes. Si vous pouvez basculer en vidéo, ça va être uniquement 20 personnes maxi. Si on parle d'une réunion standard dans Teams, on est limité à 300 personnes. Et le dernier niveau possible, c'est l'événement en direct, donc live event en bon français, ou en mauvais français plutôt, qui va nous permettre de faire des événements jusqu'à 10 000, et ils ont annoncé l'extension jusqu'à 20 000 personnes. Mais là, on est en mode plus présentateur, c'est-à-dire qu'il y a une ou quelques personnes qui présentent et les autres sont plus en mode j'écoute la conversation. Une réunion Teams, par défaut, tout le monde est, on va dire, au même niveau d'égalité en termes de présentation. Tout le monde, si on a les droits, tout le monde peut prendre la main et partager, etc. Depuis le printemps 2021, ils ont rajouté en fait une couche de communication qui s'appelle le webinaire interactif. Donc, c'est plus destiné, comme son nom l'indique, à organiser des webinaires, donc peut-être plus vers l'externe, mais ça peut aussi être valable en interne. Ça permet d'aller au-delà de la limite des 300 personnes dans une réunion, on peut aller jusqu'à 1000. Et si, en fait, donc, vous avez une gestion des inscrits, donc il va y avoir un mécanisme où on va pouvoir s'inscrire, dire combien de personnes veulent participer. Et si vous dépassez la limite des 1000 inscrits, ça peut automatiquement switcher vers un événement, un live event, en fait. Donc ça, c'est beau parce que bon, on a une belle panoplie de possibilités. Mais encore une fois, ce n'est pas ça qui va suffire pour s'organiser et collaborer de manière efficace. Il faut aller au-delà, et cet au-delà indépassable dans Teams, c'est l'équipe, c'est la notion d'équipe dans Teams qui va nous permettre de structurer notre collaboration. L'avantage, les principaux avantages d'une équipe sont résumés là. Pas de problème pour savoir avec qui, j'en ai cité, j'ai commencé à les citer de toute manière. Pas de problème pour savoir avec qui on partage les documents et les échanges, puisque le fait que je sois dans l'équipe, c'est qu'on m'a donné le droit en fait de voir tout ce qui concerne ce projet, par exemple. C'est les documents qui sont à un espace bien défini et les gens viennent dessus plutôt que de se les échanger. En fait, ça c'est une notion fondamentale, plutôt que de se les échanger par mail ou dans des chats ou je ne sais où, ou par WhatsApp. On pose les documents à un endroit bien défini et c'est là où qui sert de référence et du coup c'est les gens qui viennent travailler sur le document et non pas les documents qui se baladent. On peut aussi ajouter des applications complémentaires via les onglets. Il reste combien de temps? À bon 5, hein, tu peux. Ça va, c'est large, c'est large. Les canaux permettent de structurer la conversation et les différents topics de mon sujet, si c'est un projet par exemple, les différentes phases de mon projet, des choses comme ça. Ce qui est fondamental aussi dans les conversations Teams, c'est qu'on va pouvoir passer dans une équipe de une à plusieurs conversations. En fait, c'est un point un petit peu de détail, mais en fait, quand les gens ont une conversation dans Teams, il n'y a pas de possibilité d'ouvrir une deuxième conversation. Les messages s'enchaînent, c'est comme un flux WhatsApp en fait, la conversation Teams, les messages s'enchaînent, les réponses, les questions, mais du coup, si on a deux sujets distincts, par exemple, si je travaille avec mon collègue sur le projet X et le projet Y, si j'ouvre un chat avec lui, il va falloir que je lui dise dans chaque message si ça concerne le projet X ou le projet Y. Je ne peux pas avoir une conversation avec lui sur le projet X et une autre sur le projet Y. C'est pas, par construction, ce n'est pas possible. Donc, c'est un des gros intérêts des conversations dans les équipes, c'est qu'on a un bouton qui s'appelle « Nouvelle conversation » et donc je peux avoir différents sujets qui vont venir s'agglomérer. Soit je réponds en fait à un sujet qui a déjà été lancé par un collègue, comme ici, si j'appuie là. Soit je fais une nouvelle conversation si c'est un sujet complètement nouveau. Et ça va me permettre vraiment de structurer les réponses parce que toutes les réponses qui concernent un sujet, elles vont venir s'agglomérer et elles vont venir se masquer. Donc, si ça dure 3 jours et qu'il y a 50 réponses, je vais juste voir ce flux à 50 réponses. Et du coup, si ça ne m'intéresse pas, je peux sauter 50 réponses d'un coup, en fait. C'est ça. Après, si ça m'intéresse, je peux aller dépiler et voir le détail. Mais si on imagine ça en mail, je vais recevoir 50 mails qui ne me concernent pas, je les vois passer, je vois les échanges, les réponses. On a tous assisté à ça, des ping-pong de mails qui ne nous concernent pas. Si on est en copie, si on a le malheur d'être en copie d'un thread de mail, on est un peu comme un joueur, un spectateur qui regarde un match de ping-pong parfois. Donc ces conversations, elles peuvent être enrichies par des titres. Il est même souhaitable de mettre des titres pour qu'on sache
rien qu'en regardant le titre si ça nous concerne ou pas, voire par des annonces, ils appellent ça, donc dans l'interface, donc des espèces de bandeaux graphiques un peu visuels qui permet de mettre en avant des sujets les plus importants. On travaille à plusieurs sur les fichiers. Donc là, je l'ai montré tout à l'heure, on a le détail. On va pouvoir travailler en coédition. On va pouvoir avoir en même temps le contenu et les commentaires attachés au visuel sur mon écran Teams. Ça, c'est une petite synthèse en fait de l'intérêt des conversations dans les canaux. Notamment, donc, si je suis dans les canaux, la conversation est visible pour tout le monde, pour tous les membres de l'équipe. Pas pour tout le monde dans la société, mais donc ça c'est important parce que ça permet aux gens de se tenir au courant, même si des fois on n'est pas concerné, mais on aimerait bien savoir si le projet avance sur tel ou tel aspect. On a cette notion de visibilité qui est importante. Autre aspect, donc les conversations dans les canaux les documents sont stockés dans du SharePoint. Si on fait du chat entre deux collègues dans Teams ou entre un groupe de collègues, les documents vont se retrouver dans du OneDrive, ce qui indique bien que ce pas des documents qui sont clairement partagés avec l'organisation, en fait. Pas proprement partagés. Alors, une question qui revient aussi souvent, c'est donc dans quel cas, OK, les équipes, c'est très bien, mais pourquoi je dois créer des équipes? Alors, ce slide, il résume, je vais passer l'animation pour le construire d'un coup. On a quatre gros cas de figure pour lesquels on va créer des équipes d'organisation. Donc ça, c'est la première chose la plus simple à faire. Votre organisation, il y a forcément un service RH ou équivalent, un service commercial ou équivalent, un service technique. Et du coup, chaque partie de l'organisation, on va pouvoir définir une équipe parce que les gens du service RH, il est absolument indispensable qu'ils aient un moyen de travailler entre eux, d'échanger entre eux de l'information. Donc, ça, chaque fois, ça va donner une équipe. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler des équipes process. J'appelle ça comme ça. C'est des équipes qui, en fait, vont travailler ensemble sur un process de l'organisation, mais qui ne sont pas dans la même partie de l'organisation. Par exemple, si on réfléchit à la facturation, en général, la facturation dans une entreprise, ça va nécessiter des échanges entre des gens qui sont aux ventes, qui ont fait les ventes, et puis le service finance. Sans le S d'ailleurs, qui vont devoir échanger sur voilà, qu'est-ce qu'on doit mettre dans la facture, etc. Ça nécessite des liens entre deux entités et il faut qu'ils aient un espace pour échanger. Ça peut être dans une équipe qui serait liée à ce process facturation. En général, on va retrouver des équipes pour tous les projets. C'est une bonne base pour créer une équipe chaque fois que je crée un projet. Alors, ça dépend de la granularité. Il y a des équipes, puis il y a des organisations pour qui la notion de projet peut être quelque chose de très gros. Au contraire, il y en a d'autres. Un projet, c'est un peu microscopique des fois. Peu importe, je dirais chaque projet de base, ça nécessite globalement un ou plusieurs équipes en fait. Une raison pour laquelle on peut créer plusieurs équipes par projet, c'est indiqué en dessous. Et nous, c'est ce qu'on fait chez nous, par exemple, quand on a un projet avec un client, on va créer une équipe projet externe où on va inviter le client pour des échanges avec lui, pour travailler avec lui. Ça nous permet aussi de diminuer les mails, d'éviter de s'envoyer des pièces jointes par mail avec le client. C'est aussi un moyen de sécuriser les échanges. Mais dans ces équipes où il y a les clients, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas se dire, ou on ne peut pas se les dire peut-être franchement. Par exemple, si nous, on a commis une erreur, je sais pas, on a pu faire une bêtise qu'on a envie de rattraper sans prévenir le client, ça va être délicat de le mettre dans l'équipe Teams externe. Donc, on va créer une équipe Teams interne, on va se faire notre petite tambouille en interne, et puis après, on communique au client une fois qu'on s'est mis d'accord. Donc ça, c'est un exemple. Il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles on peut créer plusieurs équipes pour un même projet. Et enfin, il y a les groupes d'intérêt, donc des groupes de discussion, d'échanges un peu informels dans la société. Il y en a toujours. Ça peut être les motards de la société. Ça peut être les utilisateurs de Microsoft 365 qui ont besoin d'échanger. On peut très bien faire ça dans un Teams. Ça peut être aussi dans Yammer. Pour les très grosses sociétés, au-delà de… En fait, la limite qu'on a aujourd'hui avec Teams, c'est 10 000 personnes dans une équipe Teams. Donc, si votre société, elle fait moins de 10 000 personnes, je dirais, vous pouvez tout mettre dans Teams. Si elle fait plus de 10 000 personnes, vous êtes chez Total, vous êtes chez des grosses boîtes comme ça, vous avez intérêt à faire ce genre de groupe d'intérêt dans Yammer, puisque là, vous n'êtes pas limité justement à ces 10 000 personnes. Il peut y avoir, voilà, les motards chez Total, il y a peut-être plus de 10 000 personnes qui sont intéressées, donc ça peut être intéressant de mettre ça dans du Yammer.
Une autre étape qu'on peut franchir avec Teams, c'est l'utilisation des onglets qui vont nous permettre en fait d'enrichir un espace de collaboration par des outils complémentaires. Donc, il y a toute la gamme des outils Microsoft, évidemment Excel, mais aussi Forms, OneNote, etc. Et c'est là où c'est très fort, c'est les outils externes. Donc, vous pouvez mettre du YouTube, vous pouvez mettre un site externe, un site web quelconque. Vous avez Poly, là, par exemple. On peut embarquer, en fait, dans notre espace Team de collaboration des outils externes qui sont même voilà, externes au monde Microsoft. Donc là, quelques exemples rapidement sous forme de copie d'écran, un site web de référence, donc une page Wikipédia, ça rentre très bien. Un planeur qui va venir s'intégrer dans mon équipe pour m'aider à organiser mon équipe. Un tableau Power BI, alors ça c'est juste génial, voilà, pour donner des chiffres, l'évolution du projet, etc., comment ça se passe. Bon, le petit bémol, c'est qu'il faut quand même la licence Power BI qui va bien pour avoir le droit de faire ça, mais techniquement, ça marche super bien. Si on parle de processus, on peut aussi embarquer tout un processus dans une équipe Teams via cette notion d'onglet. Là, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, c'est les différentes étapes d'un process. Donc, un process de gestion de projet, la gestion de demande de projet qui est simulée. J'ai une demande de projet, ça va être l'étape 1, je vais la faire par exemple sur une liste SharePoint. L'étape 2, je vais mettre des détails complémentaires. L'étape 3, c'est celle qui est à l'écran, j'ai une petite appli Power Apps pour mettre à jour par exemple le chef de projet qui va être le chef de projet. Donc je peux embarquer dans mon Teams comme ça une appli Power Apps, je peux avoir un tableau de bord Power BI, on l'a vu sur le slide précédent. Donc ça me permet d'avoir à un seul endroit un espèce d'étapes, de guide avec les différentes étapes. Parce que derrière, techniquement, ça peut être un peu compliqué. Là, je pointe sur un SharePoint, là, je pointe sur un Power BI, là, je pointe sur le 3, c'est une appli Power Apps. Si je dois communiquer ça à mes utilisateurs, ça va être compliqué de leur dire l'étape 1, tu dois aller à tel endroit, l'étape 2, donc il y a 15 URL dans tous les sens. Là, je mets tout ça dans un Teams. Chaque étape, elle est numérotée. Ils n'ont qu'à suivre très facilement sans se rappeler des URL, sans même savoir qu'on leur dit allez dans Teams. Alors qu'en fait, ils vont dans Power BI, ils vont dans Power Apps, ils utilisent plein d'outils derrière sans même s'en rendre compte. Donc ça, c'est aussi une capacité hyper intéressante de Teams, c'est d'embarquer en fait de la complexité et de la masquer. Ok. Alors si on va plus loin dans la démarche, et par rapport au sujet de notre conférence, c'est intéressant. Souvent, les process, il va y avoir des mails d'alerte qui disent ah ouais, t'as pas rempli tel formulaire, ça fait 15 jours qu'on attend ta réponse, etc. Ces mails-là, on peut très facilement les supprimer en faisant des messages comme ça. Alors, c'est vraiment basique, mais on peut faire des messages beaucoup plus sophistiqués, mais l'idée est là. Un message d'alerte qui va arriver directement dans un canal Power BI. Donc ça, c'est un message d'alerte Power BI en fait, qui vient directement être rapporté dans un canal Teams plutôt que d'envoyer un mail à la personne. Je peux pinguer aussi dans Teams, etc. Même chose sur les approbations, c'est un cas d'usage aussi qu'on rencontre très fréquemment. C'est est-ce que je dois demander une autorisation à mon manager, etc. Je peux embarquer ça dans du Teams. Là, on a un exemple avec ce qu'on appelle une adaptative card. Donc, en fait, c'est une petite carte qui est fabriquée avec les informations concernant la demande, éventuellement des liens pour aller voir du détail sur la demande, et puis surtout un bouton d'action Approve, Reject. C'est très facile à mettre en place. Et alors ça supprime facilement des milliers de mails si vous avez beaucoup de demandes d'approbation qui traînent. Donc tout ça, c'est ce que peut nous apporter Teams. Si on va plus loin, c'est l'intégration avec l'intranet. Donc vous avez là, par exemple, une icône intranet qui vient s'intégrer dans ma panoplie du bouton Teams pour dire, bah voilà, j'intègre directement mon intranet dans mon Teams. Ça, vous savez le faire techniquement depuis 2-3 ans, enfin pratiquement depuis que Teams existe. Maintenant, Microsoft a marketé ça s'appelle Viva Connection, mais c'est la même idée, c'est-à-dire j'intègre mon outil ou des outils comme l'intranet directement dans Teams. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Juste pour finir, la notion de pont, en fait, avec Outlook et Teams. Donc, les outils, ils sont différents, ils sont distincts. Utilisez le bon outil pour le bon usage. C'est ça mon message principal.
Et l'autre message, ce que j'ai dit dès le début, c'est l'un ne va pas remplacer l'autre. Donc, il va falloir cohabiter avec les deux. Donc, un moyen de cohabiter, c'est de faire des ponts. Vous avez, alors ça, je passe, parce qu'on l'a dit en fait, voilà. Vous avez un outil assez génial qui s'appelle le calendrier. C'est le meilleur exemple en fait de synchronisation entre les deux outils, Teams et quand vous créez une réunion dans Teams, elle vient s'afficher dans votre calendrier Outlook. Si vous créez votre réunion Outlook et vous la transformez, enfin vous avez un bouton rencontre réunion Teams, ça va venir se connecter, synchroniser dans votre Teams. Donc les deux sont vraiment bien interconnectés. Et là, cette copie d'écran, je pourrais la refaire parce que maintenant, les couleurs, en fait, sont grosse nouveauté qui est sortie il y a quelques jours. Les couleurs sont reportées et aussi synchronisées. Donc, ceux qui attendaient ça, enfin, on l'attendait. Un autre exemple de synchro, c'est comment je passe un message de ma messagerie à Teams. Aujourd'hui, c'est hyper simple. Alors, avant, historiquement, on va dire, il fallait chaque canal Teams a une adresse email et on pouvait forwarder sur cette adresse email. Donc ça, c'est ce que montrent ces écrans. En fait, aujourd'hui, j'ai pas copié. Bon. Aujourd'hui, on a une option partagée dans Teams directement dans Outlook. Donc ça, c'est l'animation, je vous la passe vite. Et en fait, on a encore une option beaucoup plus intéressante, c'est tout simplement drag and drop. Donc vous pouvez prendre votre mail, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, vous prenez un mail dans Outlook, vous le déposez dans Teams, n'importe où, dans un canal. Et votre mail est là, vous pouvez faire un commentaire dessus. Donc ça, c'est hyper pratique pour stocker en fait un message typiquement d'un client et discuter en interne sur comment on répond à ce client. Et l'autre, la boucle inverse, c'est est-ce qu'il y a des choses qui sont dans Teams qu'on a envie de mettre dans Outlook? On peut se poser la question. En fait, techniquement, c'est assez facile parce que dans tous les messages Teams, vous avez l'option qui est toujours là. Partagé dans Outlook. Donc, tout message Teams, vous pouvez l'envoyer dans la messagerie. Ce n'est pas souhaitable parce qu'on est plutôt dans un transfert de la messagerie vers Teams. Donc, il y a peu de cas de figure dans lesquels c'est intéressant. Distribuer en externe, quelque chose qui, dans une équipe auquel le client n'a pas accès. Ça peut arriver, oui, mais ça pose un problème. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont internes que j'ai envie de communiquer à mes clients de cette façon, en tout cas de cette façon-là, quoi. Mais oui, c'est un usage, effectivement, vous avez raison. L'autre cas d'usage intéressant, c'est qu'en fait, ça va nous permettre de transférer ce message-là, ou ça, donc dans le champ tout, là, je peux donner une adresse d'un autre canal Teams. Parce qu'on a vu que tous les canaux Teams ont une adresse email. Donc en fait, je peux, à l'aide de ce mécanisme, un petit peu tortureux, je vous l'accorde, torturé, transférer un message Teams d'un canal vers un autre canal d'une autre équipe. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est une fonction qui manque dans Teams, c'est que j'ai aucune fonctionnalité qui permette de copier un message d'un endroit de Teams vers un autre. Donc, ça permet de le faire. Dans certains cas, ça peut être la seule solution. Voilà. Donc, vous avez compris qu'il ne faut pas se cantonner à la partie chat, à la partie communication, aux réunions dans Teams. Il y a plein d'autres choses qui permettent de structurer, d'être beaucoup plus efficace en fait dans votre travail au quotidien. Ça, c'est la même chose. Et les aides. Voilà. Merci à vous. Vas-y, si tu peux me les lire parce que je ne crois pas que j'y ai accès. Donc, pour la partie règles dans Outlook, je vais vous trouver le lien précis et je vais vous le mettre dans le chat de cette. Une autre question. J'ai une question. Du coup, vous collaborez depuis, j'imagine, un moment entre d'un tenant A avec un tenant B, donc en interne externe. La question que je me pose, c'est, moi, en termes d'usage, j'ai du mal à aller vers cette collaboration-là. Ouais. C'est vrai que la notification sur des choses qui se passent dans d'autres canaux, elle est assez compliquée. Elle marche pas bien. Et du coup, est-ce que vous constatez de vos quotidiens avec vos clients comme un frein ou avec un peu d'éducation, entre guillemets, ça. Alors, c'est un frein pour nous, nous qui sommes des fournisseurs, en fait. Moi, je ne vois pas ça comme un frein chez mes clients, parce que mes clients, par exemple, je sais pas, ils travaillent chez Total, 99% de leur activité, elle est chez Total, donc eux, ils restent dans le tenant de Total, donc ils s'en fichent de ne pas pouvoir communiquer avec Avalon, okay. On va dire, grosso modo. Hein. Mais c'est un frein pour nous, en tant que boîte de consulting. Nous on a, je sais pas,
ça doit être pareil, on a 25 Teams dans lesquels on est invité. Et hier, il y a 2 jours, j'ai vu un message d'un client qui était relativement important dans le sens où il me demandait un devis avec 15 jours de retard parce que j'ai pas eu la notif. Ok. Donc là-dessus, il n'y a malheureusement pas encore de solution. Microsoft alors, la solution aujourd'hui, on va dire, qui existe et qui marche, c'est l'appli mobile. Parce que l'appli mobile, tu peux mettre plusieurs comptes, plusieurs tenantes, et les notifs arrivent sur ton appli mobile. Donc normalement, tu ne dois pas en rater. Tu dois avoir les différentes notifs des différentes tenantes qui t'arrivent, si tu es bien pingé. Après, il faut encore que ton client il te ping. Parce s'il te met juste un message dans le chat en te disant voilà, je veux un devis, par exemple, tu t'es pas notifié. Même si on est dans Même, non, là, je parle d'une conversation. Ouais. Ou dans une équipe, ouais, aussi dans une équipe, s'il ne te notifie pas, c'est pareil. Donc ça, enfin, limite, c'est normal, hein, si on ne te notifie pas, on ne te notifie pas, mais ça peut être embêtant quand même. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on arrive à vivre avec l'appli mobile. Et ils ont annoncé en fait que l'appli bureau, elle allait être formatée de la même façon que l'appli mobile, c'est-à-dire que tu vas avoir des notifications qui vont remonter normalement de tous tes tenants. Alors, je demande encore à voir, mais ça a été annoncé comme ça. Donc on va dire qu'ils travaillent dessus, quoi. Mais c'est clairement un gros problème aujourd'hui. Mais pour les clients, tous mes clients, ça leur pose pas plus de problèmes que ça. C'est peut-être les boîtes, on va dire c'est un sous-ensemble très léger de boîtes de consulting, de boîtes qui ont beaucoup de clients, qui interviennent beaucoup chez les clients, etc. Mais c'est pas, je dirais, le commun des utilisateurs. Et dans le même esprit, sur un tenant dans lequel on est invité, on ne peut pas prendre la main sur le poste de l'utilisateur. Ce qu'on peut faire en interne. Ouais. Dans le même tenant, on peut le faire, mais ouais. Oui, il y a des limites. Il y a beaucoup de limites aussi qu'on découvre encore régulièrement sur les guests. Nous, on le voit souvent sur les événements, puisqu'on invite les gens en tant que guest. Typiquement, là, je suis guest sur la réunion, je n'ai pas accès au chat. C'est ce qui est bizarre quand même. C'est par défaut, mais c'est bizarre. Donc, il y a quelques limitations. Un guest, par défaut, il ne peut pas créer de canaux, par exemple. Oui, non, ça se conçoit, mais chaque fois qu'on le redécouvre, ça peut être gênant, quoi. Et quel usage pour les canaux selon les clients? Est-ce que c'est un canal, c'est éphémère, au contraire, c'est structurant? Ça dépend beaucoup. Ouais. Moi, je dirais quel est le bon niveau? En 80% des cas, les canaux, je dirais qu'ils sont structurants, permanents. Quelques cas de figure où ils sont éphémères, mais... Une espèce de longue conversation. Ouais. Ou des réunions, par exemple, qui reviennent régulièrement, enfin, tous les 15 jours. Je vais créer un canal par réunion. Donc, ça historise un petit peu. Donc, pour les réunions. Oui, pour les réunions, mais en fait, chaque fois, je vais créer un canal, en fait. Donc, c'est un cas de figure, hein. Je ne dis pas qu'il faut faire systématiquement comme ça, mais... Ça permet d'historiser. Ce qui n'existe pas aujourd'hui, qui, moi, me manque de temps en temps, c'est d'historiser un canal, en fait. On peut historiser une équipe, archiver un canal ou une équipe. Aujourd'hui, on peut archiver une équipe tout entière. Mais quand on a, je sais pas, un projet qui phase 1, phase 2, phase 3, quand la phase 1 est terminée, à la limite, on voudrait l'archiver. On peut le masquer, mais voilà. Le masquer, c'est pas tout à fait... on voudrait le figer, en fait. Ouais. Donc, il y a encore... quelques améliorations en cours, mais bon, c'est déjà un bel outil sur la partie équipe. On peut vraiment, nous, on voit le bénéfice de l'utiliser vraiment intensivement en termes d'équipe pour tous les échanges et tout. On ne reviendrait pas au mail, quoi. Ou alors, on n'aurait pas la même efficacité. C'est-à-dire que si on était obligé de revenir au mail, on traite. Nous, on switch. Ce qui est surtout, c'est une logique peut-être spécifique à des boîtes de consulting ou de sociétés de services, c'est que nous, on switch beaucoup d'un client à un autre, d'un contexte à un autre. Et le fait d'avoir dans Teams l'équipe projet qui concerne tel client ou tel contexte, passer d'un contexte à un autre, c'est quand même assez rapide et on a tout notre environnement en termes de fichiers, en termes d'échanges qui ont eu sur ce client-là, sur ce sujet-là. Et ça, c'est hyper puissant parce qu'on arrive à très rapidement avancer sur chacun des sujets. Sur le sujet de la capitalisation de la connaissance, sous forme de wiki, de SharePoint, de OneNote, quel retour d'expérience là-dessus? Nous, c'est vrai que c'est un sujet pertinent, intéressant.
Nous, il n'y a pas vraiment d'autre capitalisation que les documents. En fait, la capitalisation, elle se fait via les documents. Donc, après, bon, c'est notre besoin, hein, et je pense qu'il y a d'autres besoins, effectivement. Il n'y a pas de solution, je dirais, très, très définitive sur le sujet. Microsoft a lancé Cortex, enfin, ce qui s'appelait le projet Cortex, maintenant c'est Viva Topics, qui permet d'avoir un espèce d'agrégateur qui crée des pages SharePoint sur différents sujets. Donc ça c'est une solution un petit peu 2.0 ou 3.0. Pardon? Sway, c'est un petit peu ça aussi. Ouais, ça peut servir à ça, mais il faut le construire en fait. Ouais. Donc après en fait, la question c'est est-ce qu'il y a un être humain qui va construire cette base de connaissances ou qui va l'alimenter? Est-ce que c'est tout le monde? Mais tout le monde, on sait que c'est pas facile, pas crédible. Donc voilà, après, je dirais qu'aujourd'hui, ouais, la capitalisation, donc nous enfin, à mon modeste niveau dans ma boîte, ça va se faire dans le document en fait. Par exemple, je sais pas si je cherche une propale qui concerne un certain sujet, je vais aller dans le moteur de recherche. Si je veux une propale, je sais pas, d'accompagnement au changement, je fais accompagnement au changement et je fais un tri sur tous les PowerPoint et je vais retrouver ce qu'on a fait ou une formation sur SharePoint par exemple. Oui. Je vais aller faire un. C'est pas l'idéal, hein, loin de là, hein, mais c'est comme ça que ça marche, on va dire. Bon, on arrive à survivre quand même, mais. J'expérimente OneNote et je trouve que ça va pas mal. Alors OneNote, moi j'utilise énormément. Teams, Ouais, j'utilise énormément à titre perso. Ouais. Je suis un gros utilisateur de OneNote. Après, j'ai jamais réussi à le pousser, on va dire, en termes, mais ça marche, ça peut marcher en termes d'usage collaboratif à plusieurs sur une équipe qui alimente tous un même OneNote. Ouais. Techniquement, ça marche. Après, c'est plus, faut que tout le monde soit un peu à l'aise avec OneNote. Et les gens sont de plus en plus dans la mesure où justement ils ont Ouais. un usage individuel. C'est un bon outil. C'est un bon outil de. L'avantage de OneNote, c'est qu'on peut mettre tout type d'informations quand même. C'est assez structuré, ouais. Et on arrive à faire des recherches, même sur des copies d'écran, etc. Et puis ça se travaille beaucoup, très bien en collaboratif à plusieurs, si on contribue à plusieurs sur un même OneNote. Voilà. Merci. Merci.